je suis journaliste, mais je vais parler comme mère, là, vraiment, sachant que j'ai déjà travaillé comme journaliste sur l'impact des écrans. Alors, j'ai pensé à vous, à votre temps écran. Donc, je vais faire une conférence sans écran. Et même, j'ai écrit à la main. Donc, même moi, je suis sans écran, puis vous aussi, vous êtes sans écran. Profitez de ce moment. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que les écoles privées, notamment à Montréal, les écoles privées secondaires adoptent l'iPad comme outil pédagogique central. La raison est simple. D'abord, il y a l'attractivité pour des pratiques pédagogiques qui apparaissent comme novatrices. On a envie d'être dans le coup. Et puis, il y a aussi une dimension marketing qui est évidemment qu'il y a une lutte pour avoir le maximum d'élèves entre les écoles privées secondaires, ce qui ne concerne pas les écoles publiques, un enjeu qui ne concerne pas les écoles publiques. Il se passe aussi que dans les écoles privées, souvent les parents ont plus les moyens d'acheter, par exemple, un iPad à leurs enfants, surtout s'il est rendu obligatoire, ce qui est le cas ici. Ce qui se passe, c'est que la dimension pédagogique est explorée, les enseignants sont consultés à l'avance, il y a à peu près une année de brainstorming où on se réunit, on discute comment on va utiliser l'iPad, qu'est-ce que ça apporte sur le plan pédagogique. Les enseignants se forment, plus ou moins. Par contre, l'impact sur la vie de famille, l'impact sur l'arrivée de l'iPad à la maison n'a pas du tout été considéré, en tout cas dans mon cas, dans le cas de l'école dont je parle. Et c'est impossible, évidemment, de penser que ça n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que l'ordinateur suit l'enfant du matin au soir. Il l'emmène à l'école le matin, il le ramène à la maison le soir, il fait ses devoirs dessus. Quand on parle de temps d'écran, évidemment, j'aime autant vous dire que là, on fait péter les scores, absolument. Sachant que, cela dit, l'iPad n'est pas utilisé pendant toutes les périodes de classe. Il est parfois utilisé 30% du temps, à peu près, en moyenne, je dirais, d'après ce que j'ai pu comprendre. Certains enseignants le délaissent, d'autres, au contraire, l'utilisent à plein, de manière importante. Comment ça se passe à la maison? C'est très difficile. Surtout quand il n'y a pas eu justement de sensibilisation, de prévention, de consultation des parents. On se sent envahi. Les temps de devoir s'étirent infiniment pour des raisons très simples. C'est que le devoir est entrecoupé de messages qui arrivent en rafale, de jeux, de consultation des réseaux sociaux. On avait tendance, en ce qui me concerne, à faire confiance, à ne plus contrôler les devoirs. Et on se retrouve tout d'un coup en position de devoir contrôler, parce qu'on ne sait jamais si l'enfant est en train réellement de travailler ou de faire autre chose. C'est une guerre supplémentaire, disons, comme si l'adolescence en soi, ce n'était pas déjà suffisant comme enjeu. Au niveau de ce qui s'est passé pour moi et pour d'autres, il y a un sentiment de solitude assez fort quand l'expérience démarre, parce qu'au secondaire, vous n'êtes pas en contact avec les autres parents, contrairement à l'école primaire, où vous allez les voir à la sortie de l'école, où il y a un aspect quartier autour de l'école, donc vous croisez les parents sur le trottoir. Là, ce n'est pas le cas du tout. Les enfants viennent surtout pour les écoles privées qui ne sont pas sectorisées, les enfants viennent de tous les quartiers possibles de Montréal. Donc, il n'y a aucun contact avec les autres parents, ou très peu. Donc, il y a un sentiment de solitude très fort. On était plusieurs mamans quand même à s'inquiéter de ce bouleversement, de cet iPad qui mangeait tout le temps de nos enfants, au fait qu'ils étaient moins réceptifs aux activités collectives, qu'ils avaient moins envie de sortir, moins envie de faire des choses avec nous. On a fini par écrire une lettre commune de 3 mères qu'on a envoyée à la direction de l'école. On a été reçus. On ne nous a pas du tout pris au sérieux. On était vraiment dans les premiers mois de l'iPad et je crois que l'équipe de direction n'avait pas envie d'entendre des aspects négatifs. Nous, on apportait notre lot de problèmes. Je pense que ça gâchait un peu la fête. On nous a considérés un peu comme arriérés, alors que nous étions toutes... Moi, je suis journaliste, donc je passe beaucoup de temps sur les écrans. Les mamans étaient tout aussi modernes, mais on nous a quand même considérés comme un peu arriérés. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième étape est beaucoup plus intéressante. On a tiré la sonnette d'alarme, on a dit combien c'était difficile pour nous, et il y a eu quand même des ateliers qui ont été proposés. Mais la rentrée était en septembre, les ateliers ont eu lieu en janvier. Donc c'est des choses qui auraient évidemment dû être faites
bien avant. Donc des ateliers de sensibilisation à comment gérer l'iPad à la maison, comment limiter les dégâts, comment limiter l'addiction, la dépendance, etc. Ensuite, la deuxième étape était tout aussi intéressante, c'est qu'on m'a proposé, moi, de rejoindre l'association des parents. Et là, ce qui s'est passé, puis j'invite les parents ici présents à ne jamais s'auto-censurer, ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert, c'est que tous les parents, on est pourtant dans des milieux privilégiés, culturellement privilégiés, collège, une école du centre-ville de Montréal, bon. Les parents s'auto-censuraient. Ils n'avaient pas envie, ils se sentaient mal, que ça se passe mal à la maison. Ils se racontaient même pas entre eux que ça se passait mal. Chacun vivait sa souffrance dans son coin parce que, mon Dieu, on a l'air idiot de ne pas savoir gérer ça. Puis moi, d'arriver avec ma grande gueule et de dire à quel point c'était très difficile, j'ai eu l'impression que ça déliait les langues. Et on m'a conviée à l'association aussi pour... c'est ça, pour parler au nom de tous ces parents qui n'osaient pas forcément dire que c'était difficile. Notre idée, on a fondé un comité au sein même de l'association des parents, et notre idée, c'était pas de juger de la pertinence pédagogique de l'iPad, parce qu'on considérait que c'était pas dans notre champ d'action. Mais par contre, on avait deux préoccupations. La première, c'était donnez-nous des outils pour gérer l'invasion de l'iPad dans le temps familial. Et la deuxième préoccupation, c'était rassurez-nous, est-ce que nos enfants passent leur temps sur Facebook quand ils sont en cours? Ou sur des jeux? Bon, pour les gars, c'est plus les jeux, les filles, plus Facebook. Enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement faux. C'est ça c'est les deux préoccupations qu'on a manifestées quand on a fondé le comité. On a pu travailler, c'est-à-dire qu'on sentait que la direction n'était pas très convaincus de la pertinence de notre propos, mais en même temps, ils nous ont laissé faire des choses. On a d'abord consulté une partie de l'équipe enseignante. On leur a posé beaucoup de questions sur comment vous faites en classe pour que les enfants ne passent pas leur temps à s'évader ailleurs. Toutes les écoles secondaires le disent, parce qu'on a passé des coups de fil, on a eu des informations. Personne ne coupe Internet ou ne coupe certains réseaux sociaux. Aucune école ne le fait, aucune école iPad ne le fait. Pourquoi? Parce que c'est une usine à gaz, c'est compliqué. Les enfants réussissent à contourner. Apparemment, d'après les enseignants et les directions, c'est trop compliqué de faire ça. Par ailleurs, l'école en question prône le fait de savoir s'en sortir, de savoir soi-même gérer la tentation, et que ça fait partie de l'éducation. Sachant que quand les adultes eux-mêmes ont du mal à s'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux, que les entreprises se débrouillent pour contrôler ce que font leurs salariés, on imagine pour des jeunes à quel point c'est un enjeu assez inatteignable. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a mis en place un sondage. On a eu envie de sonder les parents. On nous a permis de faire ça. On nous a vraiment permis de le faire. Au comité, on s'est réunis très régulièrement, puis on a imaginé les questions les plus pertinentes. Ça a été un travail assez intense, très intéressant. En plus, des parents se sont joints à nous qui n'étaient pas de l'association des parents, mais qui avaient des compétences particulières en santé publique, par exemple, ou en nouvelles technologies. On a créé un sondage qu'on a choisi de concevoir de la manière la plus honnête au plan intellectuel possible. Dans le comité, il y avait des sensibilités différentes par rapport à l'iPad, certains plus favorables que d'autres, ce qui était très bien. Et ce qui fait qu'on a fait un sondage qui, à mon avis, était honnête, intellectuellement, neutre, qui permettait vraiment aux gens d'écrire, de rédiger, de répondre de la manière la plus juste, la plus proche de leur réalité. Puis, dans ce sondage, on a offert la possibilité de faire des commentaires. On leur a dit quels sont vos trucs et astuces pour gérer l'iPad à la maison? Et puis on leur a dit, puis quel est votre bilan finalement, votre opinion globale sur cet instrument pédagogique qui est arrivé? 20%, à peu près 20% des parents ont répondu, ce qui a été considéré comme assez faible par certains, mais important par d'autres. Parce que c'est pas rien quand même, 20% des parents. Et surtout, ce qui était génial, c'est qu'on avait énormément de commentaires. C'était incroyable. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il est très possible que ce soit les parents les plus insatisfaits qui aient répondu. C'est souvent le cas, on répond quand on est insatisfait. Donc on a conscience de ce biais-là. Néanmoins, la réponse était quand même assez... le bilan était assez négatif. Les parents étaient inquiets, envahis par cet outil-là et pas persuadés de la pertinence pédagogique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tiré de ce sondage des leçons sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. On s'est dit on va faire quelque chose de parent à parent, on va s'entraider.
Qu'est-ce qui ressortait le plus du sondage? Deux choses. L'inquiétude sur qu'est-ce qui se passe pendant le lunch, c'est-à-dire est-ce que les enfants passent leur temps dans leur écran pendant l'heure où ils devraient socialiser. Et l'autre inquiétude majeure, c'était est-ce qu'ils ont accès, est-ce qu'ils passent leur temps à regarder Facebook et les jeux pendant les cours. Donc on a fait une lettre de recommandation à la direction. On a dit est-ce que ce serait possible d'avoir des réponses sur ces deux aspects-là. Ils nous ont répondu qu'ils ont fait une enquête terrain pendant les lunchs, ce que j'ai trouvé très, très appréciable. Ils sont allés, en réponse à nos préoccupations, faire une enquête de terrain. Et apparemment, il n'y avait pas lieu d'être inquiet, sauf pour les premières années qui sont complètement fascinées. Mais pour le reste, il semble que ce soit considéré comme assez quétaine de regarder son iPad pendant le lunch, ce que ma fille m'a par ailleurs confirmé. C'est beaucoup plus tendance de savoir s'en passer, ce qui est remarquable. Les jeunes peuvent avoir aussi de très bonnes réactions. Sur l'accès pendant les cours, on nous a dit qu'on ne pouvait pas couper, que c'était contraire je ne trouve pas les mots là, à la ligne éditoriale, mais ça c'est dans les journaux, disons à la pratique pédagogique de l'école, de couper Internet ou de couper certains réseaux, qu'il fallait que les enfants apprennent à gérer ça. Par contre, on nous a promis de réfléchir à la question du multitâche, c'est-à-dire le fait d'être en permanence occupé à différentes tâches, qui n'apparaît plus aujourd'hui comme un atout, mais comme véritablement un problème, et l'école en a conscience. On nous a aussi promis qu'ils allaient essayer d'homogénéiser les pratiques en classe, c'est-à-dire que certains profs, par exemple, autorisent qu'à la fin, quand on a fini son travail, on puisse jouer. Mais d'autres ne l'autorisent pas. Donc certains enfants se sont trouvés à être punis parce qu'ils faisaient la même chose que dans la classe qui précédait, alors que dans cette classe-là, ils n'avaient pas le droit. Je parle de jeux vidéo quand on a fini ses devoirs. Donc on s'est aussi engagé à examiner une possibilité d'homogénéiser les pratiques des enseignants de ce point de vue-là. On est rendu là. Ce qu'on a fait aussi, qui était pour moi encore plus important, c'est qu'on a tiré des leçons de tout ce que les parents ont répondu comme... quand on leur a posé la question des trucs et des astuces, comment vous faites pour gérer l'iPad à la maison. Puis, on est en train de rédiger, et c'est actuel, dans la folette de l'école, des petites capsules, des petits textes qu'on appelle les astuces, astuce numéro 1, numéro 2, numéro 3, sur comment gérer l'iPad à la maison, comment couper le Wi-Fi sur un appareil et pas sur les autres, comment faire un contrat qu'on signe avec l'enfant au début de l'année, toutes cette sorte de choses pour aider vraiment les parents à ne pas se sentir débordés. Pour tirer une conclusion, un bilan de toute cette activité qui était quand même assez intense et qu'on fait depuis 2 ans, l'aspect positif, c'est qu'on nous a permis effectivement, malgré une sorte de méfiance vis-à-vis de ce qu'on faisait, on nous a quand même permis de mettre en œuvre ce sondage, de rédiger ces trucs et astuces dans la folette qui est envoyée à tous les parents de l'école. Donc on nous a laissé un peu le champ libre de ce point de vue-là. L'aspect négatif, si vous voulez, c'est que le climat n'est pas coopératif au sens où on est encore perçu comme ayant des angoisses disproportionnées et le gros de nos angoisses n'est pas reçu. Je dirais que le paradoxe finalement pour ces écoles iPad, c'est qu'elles commencent à prendre conscience des dangers, notamment de l'immersion, de la dimension extrêmement immersive et addictive des écrans. Et donc à la fois, elles proposent aux élèves une éducation qui est entièrement fondée sur l'iPad et en même temps, elles font des ateliers pour expliquer aux enfants qu'il ne faut pas être trop dépendant de l'ordinateur. Ce qui ouvre un paradoxe puissance 13. Donc voilà, je ne tirerai pas de conclusion théorique puisque je ne suis pas habilitée pour ça. Je voulais juste vous faire part du fait que quand les parents se sentent un peu piégés par cette situation, il est bon qu'ils se manifestent, qu'ils se réunissent, qu'ils s'unissent et qu'ils essayent de partager leurs difficultés et de s'entraider. Voilà.